Bienvenue à tous à cet atelier sur la senior gastronomie, idées reçues, enjeux et innovations dans l'alimentation senior. Donc c'est Silver Fourchette qui organise cet atelier. On est un programme national associatif qui organisons tout un tas d'événements de prévention pour l'alimentation santé des seniors en se reposant sur les valeurs de la gastronomie. On a la chance d'être soutenu par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des Yvelines et des Hauts-de-Seine. On remercie chaleureusement pour leur soutien fidèle. Et on remercie également Invi pour nous avoir invités à ce salon, à faire un atelier. J'ai la chance d'avoir à mes côtés 4 intervenantes qui vont nous permettre d'éclaircir un peu les enjeux et les idées reçues autour de l'alimentation senior. Alors, j'ai à ma droite Benoît Millet, fondateur du Labo du Design et précédemment directeur du Design Lab, laboratoire de nouvelles pratiques alimentaires. C'est bon, vous aurez l'occasion de vous représenter si vous le souhaitez. Juste à côté, Jean-Philippe Delgado, fondateur de l'application Kidimiam de restauration collective. À sa droite, Virginie Legrand, chef à domicile, fondatrice de Communique Passion. Et à sa droite enfin, Thierry Saint-Jean, ingénieur en chef restauration de centres hospitaliers et d'EHPAD dans les Yvelines. Voilà, si vous voulez vous représenter après, si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas. Alors on va commencer cet atelier par sur la première partie, c'est-à-dire en essayant d'aborder les préjugés et les idées reçues qui entourent l'alimentation des seniors. Alors peut-être Virginie, on peut commencer par vous. En tant que chef qui avait je pense qu'il a allumé. Ouais, oui. En tant que chef qui avait l'habitude de travailler avec des seniors, quels sont les préjugés que vous avez l'habitude d'entendre, même de la part des seniors eux-mêmes, autour de l'alimentation? Alors effectivement, moi j'ai l'habitude de travailler dans 2 cadres différents, soit à l'intérieur d'ateliers dans les EHPAD, on a fait il n'y a pas très longtemps, où là c'est quand même une dynamique très collective, ou chez eux. Donc moi j'interviens chez eux en tant que chef à domicile, donc je fais le repas avec eux en fait. Et effectivement les préjugés c'est il faut qu'on mange diététique, sain, on axe tout sur la nutrition et on perd le plaisir. Voilà. Alors que clairement on peut faire à manger seul en mettant des choses très très bonnes. Après il y a les autres préjugés aussi d'avoir cette perte d'autonomie, de se dire je ne peux pas aller faire les courses. Je n'ai pas forcément, j'ai beau avoir le temps de le faire, on en discutait tout à l'heure. Effectivement, quand on est en retraite, on a le temps de faire la cuisine, mais on perd cet appétit, d'avoir l'appétit, en fait. Et moi, je rencontre beaucoup de seniors qui sont confrontés à ce défi-là de mixer à la fois l'envie de bien manger, mais la perte de motivation, en fait. Donc moi, je suis là un peu comme coach, en fait, avec eux, pour leur expliquer qu'on peut varier surtout la nourriture. Moi, j'attache beaucoup d'importance, évidemment, aux produits de saison. Donc c'est des produits qui sont évidemment moins chers, et après d'arriver à effectivement faire des petites quantités, mais des quantités très variées, avec des couleurs, de l'esthétique, et de ne pas rester dans l'homogénéité qui a tendance à être lassante et ennuyeuse en fait. Donc voilà, j'ai cette fonction d'accompagnement et de guide finalement, alors j'aime pas dire guide nutritionnel, mais plutôt guide gastronomique. Alors, je pense que c'est des codes sociaux, déjà. Après, là, c'est vrai que la silver gastronomie se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de projets qui sont autour des seniors, parce que, évidemment, ils vont être de plus en plus nombreux. Ils sont quand même globalement en bonne santé quand ils sont chez eux, normalement. Et du coup, je pense que c'est vraiment une modernité dans l'approche d'être capable de dire que finalement c'est une population, moi j'ai pas envie de les discriminer, de les mettre de côté, c'est une population comme moi qui a envie de bien manger, de se faire plaisir et d'avoir accès à des bons produits, tout simplement. Du coup, vous direz qu'elles ne sont pas vouées à avoir une alimentation fondamentalement différente? Non, je ne veux pas qu'elles aient l'idée d'être à part et qu'il faut créer une alimentation différente pour eux. Bien sûr, il y a des contraintes médicales, de savoir qu'il faut mettre plus ou moins de choses dans la nourriture, mais ça après c'est à nous, nous professionnels de le savoir. Mais dans l'approche de la gastronomie,
Pour moi, c'est très important qu'ils aient les mêmes réflexes qu'ils avaient quand ils avaient 40 et 50 ans et qu'ils allaient au restaurant ou qu'ils partageaient des repas en famille. Parce qu'il y a ça aussi pour moi, cette dimension de partage qui est extrêmement importante. Merci Virginie. Thierry Saint-Jean, en tant qu'ingénieur en chef en charge de la restauration de centres hospitaliers et d'EHPAD, à quels préjugés devez-vous faire face vous-même concernant l'alimentation des résidents? J'imagine que vous êtes aussi parfois confronté à la circulation d'informations qui soient assez erronées à ce propos, pas nécessairement en provenance des seniors eux-mêmes, mais d'autres de structures, d'institutions ou d'entreprises par exemple. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles idées reçues ressortent le plus? Alors, moi, quelque part, je ne m'occupe pas de ce qui se dit. J'essaye de faire plaisir. Donc à partir de là, effectivement, on entend bien souvent plus les mauvaises choses que les bonnes choses qui se passent en EHPAD. L'important, c'est le quotidien. En termes de menus, je vais prendre l'exemple, les menus, donc on propose un plan de menu. Alors au niveau d'un centre hospitalier, les EHPAD qui en dépendent ont des menus qui découlent du menu patient, donc à la base un menu normal. Et puis ensuite, au niveau des commissions menus, on voit avec eux s'il y a des plats qui leur feraient plaisir, de façon à pouvoir stimuler l'envie de manger, parce que déjà au départ, on a participé à la rédaction du menu. Et puis c'est valorisant pour les gens qui participent à ces commissions vis-à-vis des autres résidents, ça crée du lien. Derrière ça, ça va être une philosophie. Alors la philosophie, c'est combattre la monotonie, c'est un service de restauration qui est un service au service des services, c'est une activité transversale, puisqu'on va travailler bien sûr en lien avec le service diététique, qui va être la passerelle entre les soins et la restauration, et avoir une approche avec le service diététique sur le fait qu'il faut faire en sorte que le menu soit le plus, entre guillemets, normal possible et qu'il soit bien sûr goûteux, mais au-delà de ça, il faut aussi casser les codes et rompre la monotonie. Donc on met en place des animations. Elles peuvent être des animations thématiques sur une journée Bourgogne, une journée Savoie, avec une tartiflette entre autres. Alors je pense cet exemple-là, c'est parce que la tartiflette, elle a quand même un intérêt, c'est que c'est très parfumé. Et quand vous faites une tartiflette, alors moi j'ai de la liaison froide, j'ai de la fabrication sur place, mais quel que soit le mode de fabrication, vous avez de l'odeur de fromage dans tout l'établissement. Et c'est redonner, stimuler les papilles. Au même titre que j'ai doté aussi le service diététique qui a lancé des petits déjeuners sur les structures de grille-pain. L'odeur du pain grillé, ça on retrouve des odeurs de la maison. Et en fin de compte, c'est ça. C'est ces aspects-là sur lesquels il faut travailler. Essayer de revenir. La formule, elle m'est sortie la semaine dernière en réfléchissant par rapport à cette intervention. En fin de compte, sur les EHPAD, on travaille avec un projet qui s'appelle Humanitude. Et en parallèle, je mets pension de famille. Recréer un esprit pension de famille. Il faut démédicaliser l'EHPAD. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit le soin qui priorise. Nos seniors, de toute façon, c'est pas parce qu'ils vivront 4 mois de plus, si pour vivre 4 mois de plus, il faut qu'on les prive de plaisir pendant X années, c'est pas moi qui ai la réponse, mais en attendant, c'est un peu ma philosophie, essayons de leur faire plaisir pendant qu'ils sont là. Après, les médecins gériatres ont aussi beaucoup changé leur approche. Il y a, on va dire, plus d'une vingtaine d'années, le verre de vin pour un résident, c'était quelque chose de très exceptionnel parce qu'il avait telle pathologie, etc. Aujourd'hui, je vais dire qu'on met un verre de vin quasiment un peu à tous les résidents. Il y a quelques exceptions qui confirment la règle. Mais ça veut dire qu'il y a des approches. Le régime strict sans sel, il est de plus en plus rare au niveau EHPAD. Il faut vraiment qu'il y ait une pathologie qui le justifie. Et bien, quand on met un petit peu de sel, sans trop saler bien sûr, ça redonne aussi du goût au produit. Parce que sinon, c'est fade, c'est pas goûteux. Hier, j'étais sur un conseil de vie sociale, j'avais une résidente qui disait que la restauration, c'était pas bon. Ouais. Mais en fin de compte, le médecin en face disait « Mais oui, mais madame, vous avez un problème avec des régimes hyper stricts. Donc effectivement, on a du mal à vous donner à manger ce que vous avez envie. » Mais alors là, du coup, il faut qu'on s'interroge avec le service. Qu'est-ce que l'on pourrait mettre dans les menus qui pourrait répondre aussi à cette personne? Alors c'est vrai, une personne sur... on distribue à peu près 3500 repas au total par jour, donc une personne, c'est vraiment de l'épicerie. Mais on peut s'interroger, de se dire si on fait ça pour répondre à ce cas-là, et ben à ce moment-là, on l'intègre dans le menu pour tout le monde, puisque ça passera
ça ne sera pas exceptionnel pour les gens, on va noyer dans la masse le besoin, et par contre, ça ne générera pas un travail supplémentaire pour qui que ce soit, puisque ça deviendra à la base de la prestation du jour. Donc c'est tout ce travail-là qui se fait avec le service diététique. Voilà. Et justement, comment vous faites pour réenchanter le repas, tout en tenant en compte les contraintes du quotidien dans les établissements? Réenchanter, je dis que c'est aussi, vous pouvez faire une très belle assiette avec un beau produit, s'il n'est pas bien servi, eh bien, ça va dénaturer la qualité du produit, au même titre que s'il est très bien servi mais que l'assiette n'est pas bonne, ça ne sera pas équivalent. Donc il faut quand même les deux parties. Sur cette réflexion-là, on vient de mettre en place un partenariat avec l'école hôtelière de Mantes-la-Ville, comme étant terrain de stage pour les jeunes de l'école hôtelière, et on va démarrer le 21 novembre, le jour où on fait une animation vendange, le jour du Beaujolais, mais on ne va pas parler de vin, hein, ça se fait plus, une animation vendange, et on va avoir des jeunes de l'école hôtelière qui vont venir pour faire le service. Donc ça va casser les codes sur ce type de prestation, parce que déjà l'intergénérationnel va être en place, ensuite on va avoir des jeunes qui vont être en tenue de serveur, donc pour notre population de seniors, ça va leur rappeler plein de souvenirs. Peut-être qu'ils ont des petits-enfants qui sont en école hôtelière dans différentes régions. Et donc, du coup, l'objectif, une fois de plus, on va encore avoir une ambiance différente dans la distribution du repas. Et ça ne peut que contribuer à avoir un effet positif sur la qualité perçue par tout le monde. Merci beaucoup Thierry. Benoît Millet, alors vous avez été précédemment directeur du Design Lab, laboratoire des nouvelles pratiques alimentaires, et donc vous avez eu l'occasion de réfléchir aux enjeux sociaux et culturels liés à l'alimentation, notamment. Qu'est-ce que vous diriez que serait la place de l'alimentation des seniors dans cette anthropologie, et quelles sont ses spécificités propres, si vous deviez la définir? Alors oui, déjà première chose, un truc bizarre, un designer dans l'alimentaire, c'est pas commun. Nous avions monté il y a environ 7 ans à l'école de design de Nantes un design lab, c'est-à-dire une entité qui accueille des étudiants en master 1, master 2, autour des nouvelles pratiques alimentaires. Alors volontairement ça s'appelait nouvelles pratiques alimentaires, avec l'idée que l'alimentation c'est d'abord la culture, c'est pas uniquement de la fonction, hein. Il y a des tas de choses qu'on fait au quotidien qui ne sont absolument pas fonctionnelles. Voilà, et comme dans l'alimentaire, il y a quand même beaucoup d'ingénieurs ou des gens qui pensent marché dans le domaine du marketing, d'un seul coup, avec des designers qui parlent de culture et de rituel, parce que dans la pratique, il y a du rituel, c'était peut-être un apport intéressant. Donc, par rapport à la question qui est posée, donc les étudiants qui étaient dans ce laboratoire, qui existe toujours, hein, moi je fais autre chose, mais ils existent encore, ouais, travaillaient donc, faisaient des projets qui pouvaient avoir attrait aux seniors, comme ça aurait pu être pour les adolescents et un peu tout le monde. Et puis nous avions aussi des commandes de projets émanant d'industriels, plutôt à caractère prospectif. Alors, dans le domaine industriel, pour les seniors, on n'a pratiquement rien fait. Et pour une explication simple, c'est que pour les industriels, les seniors, ce n'est pas un marché. D'ailleurs, moi là-dessus, je pourrais en dire beaucoup, ce n'est pas un marché, ce sont des marchés. Voilà, et donc en effet, il y a autant de différences qu'il y a entre quelqu'un qui est jeune retraité, puisqu'on dit que les seniors c'est des fois même 50 ans, un jeune retraité, et puis quelqu'un qui a 84 ans, qui est dans un EHPAD, il y a autant de différences qu'entre un enfant de 10 ans et un adolescent. Enfin, et pourtant il y a encore plus d'écart en termes d'âge. Donc parmi les problématiques qui étaient abordées, donc tout projet que l'on fait, ça commence par élaborer une problématique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des tensions, est-ce qu'il y a des enjeux entre un senior et son alimentation? Alors, évidemment, entre quelqu'un qui est dans un EHPAD et puis quelqu'un qui est jeune retraité, c'est pas tout à fait la même chose. Surtout que les premières, entre 60 et 80 ans, c'est quand même les premières générations qui ont connu le supermarché. On travaillerait sur l'alimentation des seniors il y a 30 ans, on n'aurait pas du tout le même type de profil de personne. Donc ça, c'est un peu surprenant. Mais moi, ce que je trouve intéressant par rapport à la notion de cliché, c'est que à chaque fois que j'ai des étudiants qui ont travaillé sur des projets pour les seniors, on était quand même sur des problématiques d'ergonomie, des problèmes de pathologie. C'est-à-dire, grosso modo, on considère que le vieux, c'est un malade. Alors que,
65 ans, on n'est pas malade, et justement, on a du temps. Alors tout à l'heure, je disais quelque chose à mes collègues, j'avais écrit sur un bout de papier, alors je vais le faire de mémoire, certains d'entre vous le savent peut-être, la France a un modèle alimentaire qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a 2 pays qui ont leur patrimoine, qui ont leur modèle alimentaire classé, c'est la France et le Mexique. Alors c'est là que s'arrêtent les points communs. Alors pourquoi est-ce que le modèle alimentaire français est classé? Parce que d'abord, pour nous, c'est une obsession l'alimentation. Nous sommes le pays au monde qui passe le plus de temps à table. 2h11 en 2015, tout français confondu, et en sachant que ça a baissé en 2015, et là j'attends les nouveaux chiffres, qui apparemment ont été refaits. Ceux qui sont les bons derniers, c'est le pays de l'agroalimentaire, c'est les États-Unis, eux c'est 1h10. Et le Mexique, qui est le pays classé, ça doit être 1h15. Donc, alors, autre contradiction entre la France et le Mexique, alors on a autant d'ingrédients, c'est-à-dire ce qui fait la force des Français, mais d'un autre côté, nous, on est un pays relativement maigre. Je crois qu'en termes d'IMC, ça doit être avec les Japonais, on doit être les plus fins du monde, voilà. Et par contre, les Mexicains, c'est les plus gros. Voilà. Donc c'est assez étonnant comme quoi, culturellement, dans notre façon de manger, eh bien, ça entraîne d'autres choses. Alors, la temporalité, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je parlais de marketing quelque part, qui n'est pas trop ma tasse de thé quand même. Je préfère m'intéresser aux individus. Le design, c'est une discipline de conception centrée sur l'humain. Et ce que l'on remarque quand même, c'est que ces dernières années, toutes les entreprises agroalimentaires sont parties sur l'hypothèse qu'il fallait qu'on dépense de moins en moins de temps pour manger. Aujourd'hui, vous avez des gens qui font la journée continue. Il y a des entreprises américaines ou françaises maintenant qui font de l'alimentation en poudre. C'est-à-dire que vous avez possibilité de manger ou de jouer à des jeux vidéo, si vous êtes geek, toute la journée sans vous arrêter. Voilà, c'est une boisson et vous avez l'équivalent de tout ce qu'il faut et c'est bio, tout ça c'est très très bien. Bon, alors par contre, je ne suis pas sûr que vous ne preniez pas quelques kilos parce que quand même le temps passé, c'est un bon indicateur. Donc la grande différence, c'est que quand on est retraité, a priori on a tout son temps pour manger, mais on a la pression, quelque part, de ce qui se passait quand on était actif, et on le voit bien quand on est jeune retraité, quelque part on s'invente des règles du jeu pour se remettre un coup de pression, alors qu'en fait on a tout son temps pour faire ses courses, pour manger, pour préparer ses repas. Du coup, de votre point de vue, qu'est-ce que vous diriez que seraient les vrais enjeux liés à l'alimentation des seniors ? Alors, il y a des enjeux. Alors, c'est intéressant, c'est la notion de plaisir, ça c'est clair. La notion de plaisir, et je dirais de culture, on le voit, on en parlait tout à l'heure, le département des Yvelines est incroyable, on se croit à la fois en banlieue parisienne, avec des cités, puis en même temps c'est la campagne. Voilà, donc évidemment, on a des cultures très très différentes et des rapports à l'alimentation qui sont extrêmement variés. Donc, on va vers l'individualisation, pas que pour les seniors, pour tout le monde. Je veux dire, il y a des tas d'applications qui sont faites pour ça. Et puis, le plaisir, c'est pas quelque chose de partagé. C'est-à-dire, chacun a des plaisirs différents. Regardez gustativement, les Japonais sont intéressants, enfin les Asiatiques en général, ils sont beaucoup plus attentifs à la texture des aliments qu'à leur goût. C'est le truc qui est le plus surprenant. Même parfois, on trouve ça un peu dégoûtant, j'utilise le terme en termes de dégoût, vis-à-vis d'une alimentation asiatique. D'ailleurs, c'est une question qui est intéressante. Nous, on a mené des expériences avec des EHPAD où on essayait de faire de substituer certains sens, parce que les gens avaient moins de papilles gustatives, etc., avec de la couleur et avec la présentation. Et on se rend compte qu'on arrive, à pallier certains handicaps vis-à-vis du goût avec autre chose. Vous avez une expérience qui est très très connue. Vous mettez 6 tasses de café de couleurs différentes. Alors, je dis bien de couleurs différentes. Dans chaque tasse, vous mettez le même café et vous demandez aux gens de les goûter et de vous donner ce qu'on appelle des indicateurs sensoriels. Est-ce que ça vous paraît corsé, fort, etc. Vous allez voir, la tasse noire, c'est le plus fort. La tasse jaune, c'est le plus fruité, etc. Donc, à travers la couleur, la façon de présenter les aliments, on arrive finalement à faire passer des choses de façon plus agréable. On avait fait un projet aussi dans un EHPAD, puisque c'est le lieu, paraît-il, où on gaspille le plus d'alimentation. Parce que les gens n'ont pas faim, c'est normal, ils mangent tout seuls. Si on doit reparler du modèle alimentaire français, en France, manger seul, c'est pas normal. Culturellement, on mange à table et avec du monde. Dans d'autres cultures peut-être, mais nous c'est comme ça. Donc vous avez beaucoup de gens qui n'arrivent pas à terminer leur assiette, voire qui n'y touchent pas. On s'est rendu compte que c'est parce que simplement l'assiette elle-même
avait un format qui donnait l'impression qu'il y avait beaucoup. Donc en faisant une espèce de jeu comme ça visuel, finalement il y avait la même quantité, mais visuellement on avait l'impression qu'il y avait moins, et il y avait un peu moins de gaspillage. Donc il y a plein de trucs. Mais je pense que l'enjeu, ça va être surtout sur le plaisir. Je suis tout à fait d'accord, c'est pas parce qu'il vous reste, admettons, 4 jours à vivre qu'ils ne doivent pas être les plus beaux du monde. Bon, très intéressant, je regarderai 2 fois la couleur de ma tasse de café. Jean-Philippe Delgado, vous êtes son porteur d'innovation dans l'alimentation collective et vous êtes d'abord et principalement intéressé à la restauration collective scolaire et vous cherchez maintenant à étendre les possibilités de votre application qui s'appelle Kidimiam à la restauration en EHPAD. Donc je vais vous demander quel lien vous faisiez entre ces 2 domaines, le scolaire et la restauration en EHPAD, et quels enjeux communs vous retrouviez. Alors, tout d'abord, on se dit que l'alimentation, c'est le médicament. C'est le premier médicament qu'on mange de petit jusqu'à être senior, jusqu'à la fin de notre vie. Donc bien grandir, pour moi, c'est bien vieillir. Moi, j'en ai trop abusé, ça se voit. Mais bon, soit. Donc, et on s'est intéressé à ça parce que les enfants, nous, on a eu des enfants et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils mangent à la cantine? Donc, est-ce qu'ils mangent du bio? Est-ce que ce sont des produits labellisés? Je veux voir les fiches techniques, les E. Et on a commencé comme ça. Donc le but, c'était de jouer la transparence. Et pas mal d'établissements aujourd'hui scolaires et des sociétés de restauration collective sont partis sur le dire, je vais être transparent. Alors, c'est la première image de la transparence, c'est que ça tient vers le haut. Parce qu'on ne peut pas montrer des produits qui ne sont pas bons, ou qui a trop de E, ou de colorants, de tout ce qu'on veut. Donc ça a été le premier message. Et donc je me suis dit, comment on va faire avec... qu'est-ce que mangeraient mes parents à l'EHPAD? Parce que c'est ça, c'est la même réflexion. Est-ce qu'ils y mangent bien? Est-ce qu'ils mangent de bons produits? Est-ce que... Voilà, qu'est-ce qu'on leur propose? Et donc, au travers des rencontres que j'ai fait ici, on se rend compte qu'il y a des ateliers qui sont faits comme pour les enfants. C'est-à-dire l'atelier au goût des enfants, de goûter les légumes, les fruits quand on est petit. Et bien on fait des ateliers pour les personnes âgées. Ils ont cuisiné toute leur vie, ces gens-là. Donc de les empêcher de le faire, déjà, c'est leur enlever déjà l'envie de manger, je pense. Donc effectivement, là où je rejoins, après je ne comprends pas le régime. Moi, j'ai un exemple toujours, ma grand-mère était paysanne vers Albi, elle avait une ferme. Elle faisait 85 kilos, cette famille. Et du coup, le jour où elle est partie en EHPAD, parce qu'elle a été malade et tout ça, elle a perdu 16 kilos. Elle est morte dans la première année. Et tout ça, où elle nous demandait chaque fois qu'on venait, parce qu'elle déjeunait avec du vin rouge, un peu de saucisson, un peu de pâté, c'était comme ça. Et on lui a supprimé tous ses plaisirs sur toute la fin de sa vie. Et ça, je me pose des questions, est-ce qu'on doit vraiment faire du régime à un certain âge? Est-ce qu'il faut vraiment que ces gens-là prennent plaisir? Si on leur coupe tout le plaisir, forcément, ils ne mangent pas. De mettre du goût. Nous, on pense que les seniors de demain, ça sera moi. Et je me dis que je vois mes parents qui ont 70 ans, ils sont sur Internet, ils ont une tablette, ils ont un iPhone. Pourquoi pas, grâce aux applications que nous développons, faire des échanges de recettes, faire des échanges des communautés, mais faire aussi de l'animation et stimuler. Et proposer des choses, et pourquoi pas intégrer des recettes qu'eux-mêmes ont élaborées avec les professionnels, faire des livres, enfin, voilà, autour de l'alimentation. Et moi, il y a un truc auquel on s'est intéressé, c'est partout où il y a des EHPAD avec une crèche ou une maternelle. Parce que là aussi, on met du lien. Quand les personnes âgées ont une activité physique, cérébrale, ça permet, avec ces petits-enfants, ça leur rappelle quand elles faisaient le goûter, de prendre le goûter, de manger avec ces petits-enfants aussi. Tout ça, ça remet du lien. Et je pense que, voilà, je pense qu'on doit remettre du lien dans tout ça. L'alimentation est importante et on voit la vraie prise de conscience, mais des petits. Et puis on voit que les produits bio arrivent, les produits locaux, on en fait même des lois. Donc ça veut dire que c'est important, mais je pense que vraiment si on mange bien petit, notre santé doit être meilleure plus tard et puis il faut continuer quand on est senior, surtout pas s'arrêter. Merci beaucoup, merci à tous les 4 pour avoir participé à un peu déconstruire ces idées reçues sur l'alimentation des seniors. Donc de toute évidence, on se trouve sur un salon dédié à l'innovation, donc on va maintenant aborder le thème de l'innovation spécifiquement lié à l'alimentation des seniors. Et j'aimerais commencer par vous poser une question ouverte. Qu'est-ce qu'on cherche avant tout à faire en innovant dans ce domaine-là, dans l'alimentation des seniors? Comment est-ce qu'on entreprend la démarche d'innover et qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Déjà, Maudit. Merci.
Je pense qu'il faut vraiment modifier les mentalités, déjà, ça c'est évident. Donc l'innovation a tendance à toujours être perçue comme quelque chose de technologique avec les applis, les choses qu'on met en place, la robotisation, etc. Je pense qu'il faut, à l'inverse, revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est effectivement, c'est ce qu'on dit tous les quatre, leur proposer une alimentation normale, traditionnelle, classique, créative. Moi, je pense que c'est aussi important de leur dire, effectivement, moi, je fais beaucoup d'ateliers et avec les enfants et avec des personnes âgées, et je fais même des ateliers intergénérationnels avec des enfants. J'ai travaillé notamment dans une classe de SECPA pour des CAP de cuisine, et on a fait venir des gens d'EHPAD dans le labo de cuisine, et on a cuisiné pendant 3 heures ensemble. Et c'était formidable. On a créé après un livre de cuisine qu'ils ont repris chez eux. Et voilà, je pense que c'est important aussi, cette innovation-là, là encore, de déconstruire pour reconstruire quelque chose. Et après, clairement, je pense qu'il y a l'idée du financement pour organiser des choses, comme on disait, voilà, il y avait les moyens, la volonté, les pouvoirs publics aussi. Et surtout, arrêter, j'adore l'idée de démédicaliser. La nourriture et la gastronomie, parce que moi j'insiste beaucoup, c'est vraiment l'art du ventre. C'est pas un besoin vital, il ne faut pas qu'on en fasse qu'un besoin vital énergétique, c'est un besoin de plaisir, hédoniste, épicurien, et ça, faut continuer à leur transmettre en fait cette vision de la nourriture. Voilà, pour moi, l'innovation, elle est en fait consubstantielle à ça, et non pas dans les délires plus technologiques. Ça, c'est ma propre vision. L'innovation, le produit technologique, il doit être juste un outil. C'est pas vraiment la finalité. Souvent, on le dit, mais le bon sens paysan, on l'a perdu. On l'a perdu. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à réactiver. Mais c'est pas forcément un outil technologique comme le nôtre va lutter contre le gaspillage alimentaire, va faire des choses. Mais c'est en dehors, c'est grâce à l'intelligence artificielle, mais ça n'implique pas les gens directement. Mais le bon sens paysan, c'est je prends ce que je mange. Le pain, c'est mieux de l'avoir en tranche que des boules comme à midi qu'on avait ici par exemple, parce que moi j'en ai jeté un bout, j'aurais pris qu'une tranche. Voilà, par exemple. C'est juste ce que faisaient les anciens, parce qu'ils savaient l'effort qu'il fallait fournir, et on ne s'en sert pas de tout ça. Aujourd'hui on pense que tout est acquis, c'est parce que j'ai payé, j'ai le droit de gaspiller. Non, vraiment pas. Et encore plus demain, puisqu'on sera 9 milliards en 2050 à faire manger, et voilà. Et puis après, il y a des choses qui moi me tiennent à cœur, mais ça vient au niveau de la cuisine aussi. Je pense qu'il faut trouver des outils technologiques comme le nôtre pour remettre les gens devant leur fourneau. Il faut refaire à manger, il faut éplucher des légumes, il faut faire à manger. Parce que tous les produits transformés, le danger c'est le sucre. C'est plus le sucre que le gras, le danger aujourd'hui. Donc je pense que demain, la technologie, moi je vais vous donner une vision que j'ai aujourd'hui et qui est partagée par des grands groupes. Parce qu'on s'est aperçu que les Français en moyenne n'utilisent que 9 recettes par an. Chez vous, quand vous faites à manger, c'est 9 recettes par an, en moyenne, pas plus. C'est une moyenne, donc ça veut dire qu'il y en a qu'un moins, il y en a c'est plus. Donc c'est par exemple, on discute avec eux sur des choses, mais demain on a des appareils connectés, hein, vous les connaissez tous, Thermomix, Cookéo, etc., pour ne pas les nommer. Mais l'objectif aujourd'hui de ces appareils, c'est uniquement la recette qui fait la différence. Comme les jeunes d'aujourd'hui se font livrer, par exemple, on peut imaginer une application qui prendra vos goûts en compte, qui vous fera une liste de courses, qui vous fera des menus équilibrés, et qui vous livrera tout ça chez vous, et vous n'aurez plus qu'à éplucher les 3 légumes et faire votre appli. Mais on aura une technologie, mais dans le bon sens du terme. Ça n'empêchera pas de faire à manger et de reprendre le goût à faire à manger. Il y a des kits, ouais. Mais voilà. Moi, c'est comme ça que je vois l'innovation, et pour les personnes âgées, je les vois très bien se remettre au fourneau, faire à manger entre eux. Enfin, ça demande une autre vision, un autre concept. Et puis j'aime bien aussi d'avoir plutôt une auberge pour manger le midi que d'avoir un hôpital. Et voilà, c'est plus sympa. Alors, pour l'innovation, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un cheval de bataille pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui n'innove pas? Alors la question, je vais paraître comme ça empêcheur de tourner en rond, mais c'est mon métier, c'est de se poser la question pourquoi innover? C'est-à-dire après tout, est-ce qu'on n'est pas dans un monde très bien? Je veux dire, pourquoi changer? Alors parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, parce qu'on voit bien aujourd'hui la contrainte environnementale est devenue importante. Il n'y a pas si longtemps que ça, personne n'en avait rien à faire. Là aujourd'hui, il y a le vieillissement, donc différents problèmes. Donc la première question, c'est pourquoi
pourquoi, se poser les bonnes questions. Et on se rendra compte qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont en fait des réponses à des questions qu'on ne se pose pas. Voilà, mais c'est impressionnant. Juste parce que quelqu'un se dit, je veux développer telle technologie, je vais, en mettant le paquet au niveau communication, ben, je vais faire un maximum d'argent, mais plein de choses sont comme ça. Et moi, je vois en tant que designer, on me pose souvent des questions dans lesquelles il y a la réponse. Donc, pas besoin d'être créatif. Si on vous demande quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, en principe, vous ne posez pas la question. Si moi, on me demande de temps en temps, Benoît, est-ce que tu pourrais me dessiner un pont? Et moi, la première question, c'est pourquoi traverser la rivière? Vous voyez? Il faut se poser des vraies questions. Et si, par exemple, là, dans notre discussion, la question est, eh bien, je suis vieillissant et j'ai envie d'avoir du plaisir, la question, c'est innover pour avoir du plaisir en vieillissant. Point. Et d'ailleurs, on parle de l'alimentation, mais pendant longtemps, on a refusé aussi le plaisir sexuel aux seniors, en disant que, non, maintenant, ils sont bons déjà pratiquement pour le cimetière. C'est exactement ça. C'est-à-dire, maintenant, on a le temps, on doit avoir du plaisir. En quoi une innovation pourrait nous aider à avoir du plaisir à faire la cuisine, donc peut-être une application, pourquoi pas. Est-ce que c'est autre chose, du service? Tout est inventé, je dirais quasiment. Mais la première question à se poser quand on veut innover aujourd'hui, je dirais c'est presque une question de frugalité, c'est-à-dire on sait qu'on a des moyens qui sont limités, hein, à force de puiser dans les ressources, on sait qu'on commence à vider, je veux dire, le trésor dont on disposait, c'est se poser la question pourquoi. Donc vous y répondriez en disant pour le plaisir. Ben là, par exemple, pour le plaisir, puisque c'est ce qui a été souligné par nous quatre. Thierry Saint-Jean, comment est-ce que vous abordez l'innovation dans vos établissements? Alors moi, je vais revenir un petit peu à ce que disait mon collègue. Bien manger jeune, ça permet normalement de bien vieillir. Et là, faites-vous la remarque, ce week-end, en allant faire vos courses, à regarder un peu le contenu des chariots et surtout à voir les quantités de, entre guillemets, Bledy Chef, pour ne pas nommer une marque, qu'il peut y avoir, et donc une nourriture qui est destinée aux plus jeunes. Et là, on peut s'interroger. À l'époque où j'avais ma fille qui était en bas âge, les enfants, on leur donne du potage à partir d'un certain âge. Faire un potage tous les soirs, c'est compliqué, pour dire de le varier. Ouais, mais faire 4 ou 5 casseroles de potage, de légumes qui cuisent, de les mixer, et puis après, de les mettre dans des cubes de glaçons, dans un rack à glaçons, et puis congeler tous les soirs, on fait un mélange de glaçons différents, et on a un potage frais, qui a été fait le week-end, qui permet d'être conservé sans problème pour la semaine, et on n'a pas besoin d'aller acheter du Bledy Chef ou autre, et là on est dans une nourriture saine. Et là je rejoins sur la notion innovation, c'est des termes d'aujourd'hui, mais revenons aux bases. En ce qui me concerne, comme je disais, j'écoute pas trop les critiques qu'il peut y avoir sur les secteurs EHPAD, j'essaye d'apporter ce que les gens doivent avoir, souhaitent avoir, avec les moyens qui sont les nôtres. Alors quand on n'a pas beaucoup de moyens, on essaye d'avoir des idées. Et puis à partir du moment où il y a toujours cette notion, l'envie de faire plaisir, avec un rien, on arrive à faire quelque chose. Donc sur les goûters, si j'ai envie de leur faire un goûter un petit peu innovant, un jour je vais leur mettre un plateau de petits fours sucrés. Oui, c'est plein de couleurs, ils vont prendre 3 petits fours sucrés avec leur boisson chaude ou leur grenadine, etc. Et puis ils vont avoir un goûter qui va sortir de l'ordinaire. L'ordinaire étant, c'est vrai, en hospitalier, beaucoup de petits gâteaux emballés individuels. Si on peut casser ça, on va mettre tous les mercredis une pâtisserie, comme ça, ça va rompre la monotonie. On va créer aussi les anniversaires, les centenaires, etc. Ça sera un goûter pour tout le monde. On a mis en place aussi la table du chef. Donc que le chef invite les résidents à manger à sa table, c'est exactement la même chose qui est servie aux autres. Simplement, ça permet aussi d'amener une certaine, on va dire, pression, si on peut le dire comme ça, au niveau des cuistots, parce que ça peut être le chef comme un cuisinier, et donc l'inciter à toujours bien faire, parce que tous les trimestres, en gros, il va avoir les résidents autour de la table, et puis ils vont lui parler de ce qu'ils ont mangé. Donc, si c'est pas bien ce que je fais, je vais pas passer un bon repas. Et donc, c'est une façon aussi de créer du lien, pour aussi qu'il va rencontrer les résidents en salle à manger, parce que le service à table, c'est une chose, mais quand le chef passe voir les résidents, c'est aussi prendre des nouvelles, et puis on aime bien, dans une auberge, le chef qui passe à table pour savoir si on a bien mangé. En fin de compte, tout ça, on va parler d'innovation, mais moi je vais dire, faisons ce qu'on faisait avant, pas forcément plus, mais avoir envie.
Enfin, la chanson de notre Johnny, c'est avoir envie d'avoir envie. Eh bien, il faut la donner, cette envie. Et c'est, je pense, avec ça, qu'on peut obtenir, de la part de l'ensemble des acteurs, une qualité de prestation qui est la qualité attendue auprès des résidents. De reprivilégier le don, en fait, le don vers l'autre. Je pense que c'est ça aussi qui est important qu'on perd, parce qu'on a tendance à mettre beaucoup de limites. On a tendance à mettre beaucoup de limites, celui voilà, qui est aidant ou celui qui cuisine face à celui qui mange. Or, il y a un fil, en fait, et le dialogue s'instaure comme ça aussi, et je pense que c'est très important pour et moi de mon côté, et la personne qui aura ma cuisine ou qui cuisinera avec moi, en fait. Et Virginie, je reviendrai vers vous dans un instant, mais simplement Thierry, est-ce que la démarche dans laquelle vous vous inscrivez, vous pensez qu'elle fait écho à d'autres démarches dans le secteur? Ou est-ce que c'est assez isolé pour le moment? Je dirais que moi j'ai un champ qui est très élargi depuis le mois de mai, puisque j'ai pris la responsabilité sur l'ensemble des services de restauration du groupement hospitalier de territoire. Tout ce que je peux dire, c'est que sur la partie, le secteur EHPAD, je suis suivi à 100% par la direction. Sur donc Mantes-la-Jolie, Melan-les-Mureaux, Poissy-Saint-Germain. Sartrouville aussi, et puis Conflans-Sainte-Honorine. Donc, alors non, mais c'est un centre hospitalier donc, et des EHPAD autonomes, donc c'est pas municipal, c'est fonction publique. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où la direction est partie prenante, automatiquement ça entraîne les équipes. Alors, je vais faire de la publicité pour Silver Fourchette. On a fait l'année dernière donc, le concours du chef. Donc ça s'est fait mais en catastrophe parce que le mail est arrivé, ça allait démarrer 1 mois et demi plus tard, enfin bref, on a dit allez hop c'est bon, on y va tous. Donc c'était les 2 EHPAD, ça retrouvait les Conflans. Ça a créé une dynamique au niveau des établissements qui allait, je dirais, du secrétariat à la cuisine en passant par l'ensemble des aides-soignants et des aides hôtelières, les animateurs bien sûr, tout le monde a contribué, on a fait un truc super, et ce fameux repas gastronomique avec des nappages, un service à table, un menu gastronomique digne de ce nom, c'était génial. On l'a fait sur les 2 EHPAD, on est allé au concours, donc vraiment très bien. Et puis, ma casquette aussi, centre hospitalier, quand je suis revenu à l'hôpital, j'ai dit, mais attends, ça c'est trop génial comme animation, j'avais encore jamais fait ça. Donc là, par contre, il fallait le repenser parce que je suis en liaison froide. Donc c'est pas déjà la même approche que d'avoir des équipes sur site. Donc on a mis en place, alors j'ai appelé ça le restaurant s'invite chez vous. Et puis j'ai déployé mes équipes sur les structures le même jour pour que les structures, donc unités de soins de longue durée et EHPAD, puissent bénéficier de cette prestation. On a fait un menu identique pour tout le monde et on a fait du dressage à l'assiette avec, pareil, une dynamique des équipes d'animation, des équipes de soins, des chefs de service au niveau des EHPAD et de la gériatrie. Et on a fait un carton, quoi. Et les résidents ont dit, quand vous voulez. Alors effectivement, tout ça, c'est très très lourd à mettre en place. C'est énormément de travail et je peux pas, et en plus financièrement, ça a eu aussi des impacts importants. Alors j'ai dit, puisque ça a bien plu, ça coûte cher, mais à la limite, si on le lise sur l'année, ça va amenuiser le surcoût, on va le rentrer en animation institutionnelle. Parce que ce qui est important, c'est de faire rentrer le restaurant dans la structure. Aujourd'hui, dans les EHPAD, les animateurs emmènent des résidents de temps en temps au restaurant, mais ils emmènent des résidents qui sont autonomes, qui ont la possibilité de sortir de la structure. Mais ceux qui ne peuvent plus sortir de la structure, parce que s'ils sont là, c'est qu'il y a forcément des raisons. Pourquoi on ne leur amènerait pas le restaurant à l'intérieur pour qu'ils puissent revivre ce moment plaisir qu'ils ont eu à l'époque où ils avaient toute leur autonomie? Et là encore, je dirais, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, etc. Mais à partir du moment où on le prépare bien en amont, qu'on dynamise bien ses équipes, tout le monde suit. Et à l'arrivée, quand on voit le taux de satisfaction, le retour de la satisfaction, ça paye largement tout l'investissement qu'il y avait, puisque l'objectif est atteint. Jean-Philippe Delgado, pour rester du côté de la restauration collective, j'ai vu que vous vouliez dire quelque chose juste avant. Oui, parce qu'en fait, on parle souvent du plaisir des seniors, mais il faut aussi que les gens qui préparent à manger aient du plaisir. Et effectivement, c'est de ce dont on a parlé là, c'est-à-dire remettre de la motivation dans les gens, parce que
la liaison froide, pour la connaître un peu dans la restauration collective pour les enfants, quand on voit des barquettes qui arrivent et qui sont jetées sur la table, le produit est certainement très bon, il a été bien fait, mais seulement il ne donne pas envie. Donc la première chose, c'est d'enlever ça de la barquette, de le mettre dans un plat, de mettre peut-être un condiment, de mettre peut-être un assaisonnement, une herbe, de la couleur. Ça incite à goûter. Donc c'est ça aussi, et je pense qu'il y a une formation, il faut donner envie, mais il faut donner envie aussi au personnel. Et je pense que ce qu'on n'a peut-être pas su faire jusque-là, c'est que le personnel, ils ont eu le retour des résidents dans vos animations. Et donc, le personnel il a reçu cette satisfaction, donc ça lui donne envie. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut mettre en pratique, même dans les écoles pour les enfants, parce que il faut que le personnel soit impliqué et qu'il ait vraiment envie et qu'ils disent les enfants ils ont tout mangé, j'ai rien dans la poubelle, je gaspille pas, en fait, je leur ai fait goûter des haricots verts super, voilà. Parce que il y a quand même une chose qui est effrayante, c'est qu'on a fait une étude sur des étudiants de 16 ans, de 16 à 20 ans, et quand vous voyez que quand même il y a 35% qui ne savent pas reconnaître les légumes à cet âge-là, c'est-à-dire une courgette, une aubergine, vous dites que, et il y en a qui n'en ont jamais mangé de leur vie. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a quand même du travail à faire déjà petit, mais je crois que le but c'est ça, le plaisir, l'envie, et donner envie aussi aux autres de manger ce qu'on prépare, c'est le partage. Et dans quelle mesure vous pensez que les nouvelles technologies, comme l'application que vous avez, peut aider à proposer des solutions? Là honnêtement, sur ce qu'on travaille, là, de donner envie, c'est juste que, moi je pense que ce qu'on peut mettre en place, c'est un genre de partage de recettes, un genre de bonnes pratiques, vraiment des belles photos. C'est-à-dire que, bon, moi, si demain je suis vieux, j'aurai l'habitude d'utiliser mon smartphone et tout ça, et ce sont des choses que je risque d'utiliser, avoir un réseau. Il faut peut-être aller là-dedans, mais ça restera qu'un outil. Mais vraiment, je pense qu'il faut le partage, la convivialité, peut-être se dire, tiens, on se retrouve, un réseau social, pourquoi pas pour les seniors, mais quelque chose qui dit, on se retrouve à table, on va manger ça, qu'est-ce que je mange à midi, super. Et puis peut-être, le choix. Le choix, c'est peut-être difficile, mais je discutais avec Dominique Pont, qui est le directeur de la clinique Pasteur à Toulouse, où ils ont carrément des jardins sur le toit, où ils font leurs propres légumes, et que tous les malades ont le choix de choisir leur menu avant d'être hospitalisés, quand on le sait, et sinon ils ont un service à la carte. Ça demande des frais, ça demande des coûts, mais le temps moyen d'hospitalisation, eh bien, il a gagné presque 8% sur les courtes hospitalisations. Donc ça a un impact. Voilà, je pense que l'innovation n'est pas forcément très technologique, là, mais elle est plutôt sur le lien, comment recréer du lien sur les personnes âgées, leur donner envie d'aller au restaurant, de pouvoir choisir peut-être ses plats, voilà, des choses de ce style-là. C'est comme ça que j'envisage la solution technologique. Moi j'avais envie de rebondir là-dessus, c'est que si je reviens toujours avec mes histoires de pourquoi, je suis assez... Mais si on considère que c'est le plaisir des seniors lorsqu'ils sont en train de manger qui nous intéresse, le plaisir du mangeur, on va dire, ce qui peut être intéressant, vous l'avez bien dit, c'est que tous les deux, c'est qu'il y a aussi le plaisir de celui qui prépare. Et peut-être que c'est là qu'il y a de l'innovation, c'est-à-dire que pour que quelqu'un ait plaisir à recevoir, c'est-à-dire à manger, il faut que celui qui prépare ait plaisir à le faire. Or, on connaît tous un peu, malheureusement, comment ça se passe dans la formation de ces types de personnel. Il y en a finalement assez peu qui ont du plaisir à préparer, à faire leur métier. Entre une émission de télé style Top Chef, où on voit des gens qui s'éclatent à faire une alimentation pour 4 personnes, et puis faire ça pour des centaines de personnes, c'est pas tout à fait la même échelle, et c'est pas évident à gérer. Donc là, il y a peut-être de l'innovation à avoir, c'est sur comment eh bien, transformer la formation de ces personnels. Et puis, on part toujours de l'hypothèse que les mangeurs qui sont nos aînés savent faire la cuisine. C'est pas si vrai que ça. Et ça va l'être de moins en moins. On voit des générations là, qui arrivent, qui vont être certainement retraitées, ceux qui ont, on va dire, mon âge, ne savent absolument pas faire la cuisine. En dehors de regarder Top Chef, on n'a jamais vendu autant de livres de cuisine en France que ces dernières années. C'est fou. Il y a des rayons complets dans les... Allez, si je prends la FNAC pour pas nommer, voilà. Mais c'est hallucinant ce qu'on vend comme livre de cuisine.
Et quand monsieur nous dit que les Français font 9 recettes de cuisine par an, en moyenne, différentes, en fait on se dit qu'il y a quelque chose d'un peu étrange. Et puis dans les gens qui sont retraités aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont fait la cuisine par obligation. Parce qu'il fallait, pour les femmes, nourrir leur mari ou leurs enfants, mais qui n'avaient pas particulièrement de plaisir à faire ça. Donc il faut aussi, quand on parle des clichés, il faut se méfier aussi des clichés, voilà, où on dirait nos aînés savent faire la cuisine, c'est merveilleux, etc. Et parfois ils ont oublié aussi. Il y a peut-être de l'innovation à faire là-dessus, de comment on prend du plaisir à préparer. Et comment est-ce que vous raccrocheriez ça avec le design et la perspective de design que vous avez? Alors ça peut être. Alors là, moi j'en ai fait des applications qui permettent de faire de la cuisine, voilà, et de façon assez simple. Et puis ça peut être. Parfois ça tient à très peu de choses. Je pense qu'ici vous avez tous monté un meuble Ikea, hein, ou pas? En général, soit il y a une vis de trop, soit il y en a une qui reste à la fin. Bon, mais ça veut dire que tout l'art du meuble Ikea, c'est dans le mode d'emploi. Bon, donc il y a. Quand on dit prendre du plaisir à faire la cuisine, c'est pas uniquement la qualité des ingrédients, c'est aussi prendre du plaisir à monter son armoire Ikea. Bon, c'est pas toujours le cas avec le mobilier Ikea, parce qu'on se casse la tête. Mais quand même, et donc il y a des choses à faire. À savoir que par exemple, je parlais du mobilier Ikea, c'est que ça, moi j'ai eu l'occasion de faire des modes d'emploi dans ma vie en tant que designer. Et on se pose la question, mais comment est-ce que les gens prennent ça? Est-ce qu'ils comprennent bien ce qu'on leur demande? Et puis, quelque part, est-ce qu'ils ne peuvent pas s'amuser, finalement, considérer ça comme un jeu, tout simplement. Donc il y a une dimension aussi ludique à mettre dans... donc, alors ça peut être des ustensiles, ça peut être plein de choses. Les ustensiles de cuisine, on en a fait un gros paquet récemment pour une grande marque française, où on cherchait à rajouter la petite astuce qui va bien dans l'ustensile, qui va simplifier un geste technique. Et vous voyez, je vais faire un rapport avec les nouvelles technologies. Quand on a fait cette étude avec les étudiants, c'était des ustensiles de pâtisserie pour les particuliers. Évidemment, on a été voir des grands chefs qui nous ont montré comment on faisait des trucs absolument incroyables. Et puis on a essayé de reproduire, on s'est mis à la place de l'utilisateur, puis on a loupé, hein, donc c'était bien. Et surtout, alors là il y a une réserve qui est fabuleuse, pour tous ceux qui veulent innover dans le domaine alimentaire, c'est Internet. 50% des images qu'ils ont sur le net, c'est ce qu'on appelle le food porn. Donc des gens qui prennent en photo leur assiette, qui font des tutos pour leur montrer comment ils arrivent à faire le meilleur rainbow cake de la planète. Voilà. Et donc vous avez une collection des ressources pour découvrir comment faire des tas de choses. Donc là, vous regardez comment les gens s'y prennent et vous dites, tiens, là, il y a une petite difficulté. Si j'arrivais à enlever cette difficulté de manière à ce que ce soit agréable de casser un œuf, je dis n'importe quoi, mais voilà, ou d'avoir strictement l'épaisseur de pâte que vous voulez, indispensable pour réussir sur un rainbow cake, hein, si vous avez... Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent être intéressantes à faire. C'est des astuces, donc on peut jouer sur l'ustensile, sur le mode d'emploi, sur plein de choses, et puis en se disant... eh bien, il faut que les gens passent un bon moment. C'est pas quelque chose de purement fonctionnel. Et Virginie Legrand, justement, en parlant de trucs et astuces dans la cuisine, qu'est-ce que vous recommandez aux personnes âgées qui cuisinent chez elles seules? C'est vrai que c'est compliqué. Après, là aussi, c'est qu'elles arrivent à prendre du plaisir de faire toute la chaîne, en fait. Je pense que c'est la chaîne déjà de... Parler des paysans, j'aime beaucoup, les cultivateurs, d'aller faire son marché, d'avoir le rituel. Ça pourrait très bien être effectivement une application aussi de dire, voilà, on se réunit, on habite dans le pâté de maison, on part ensemble, rendez-vous 10 heures avec son panier, on va faire son marché ensemble et après on va cuisiner ensemble. Ça peut être ça, guidé ou non par moi, mais c'est se retrouver, puis après chacun repart chez lui ou déjeune ensemble. Et je pense que c'est important de ritualiser la cuisine. Après voilà, évidemment, acheter du frais, je peux dire que ça. Acheter de saison. Moi, je ne suis pas une aficionados du bio, mais évidemment, c'est bien de faire du bio, mais tout n'est pas bon dans le bio non plus. Le local, là encore, peut-être aller créer le lien, d'organiser, je ne sais pas, que la mairie organise. Moi, je sais que j'habite dans le 78, mais près du Vexin, on a beaucoup de fermes. C'est de se dire, voilà, cet après-midi ou ce matin, on prend
prend un bus ou on fait du covoiturage pour aller chercher, pour aller cultiver, merci, ramasser, ce que je fais avec ma fille, d'aller ramasser les fruits et les légumes, toute cette chaîne-là, et d'avoir du coup de conscientiser en fait le geste de cuisine. De ne pas se dire juste, voilà, je vais acheter. Moi, j'ai ma grand-mère j'ai une grand-mère de 94 ans qui continue à cuisiner ses petites cailles. C'est-à-dire que mon père va lui acheter ses petites cailles, elle continue avec son petit verre de vin. Je trouve ça formidable. Elle est toute seule, mais elle a toujours aimé faire ça. Et j'ai mon autre grand-mère, en l'occurrence, qui achète du mari. Et je me dis, mais retrouvez-vous toutes les deux et apprenez-vous mutuellement, parce que c'est ça aussi, c'est se stimuler. Enfin, moi, personnellement, je suis fan de cuisine, j'en ai fait mon métier depuis 6 ans. Je me retrouve toute seule, je vais pas être dans le délire. Je vais faire des pâtes, voilà. Donc je peux comprendre. Mais après, c'est vraiment, je pense, ritualiser. Et effectivement, d'aller faire le marché, de se retrouver, de dire, on prend quoi, parce que ça stimule aussi la créativité, l'originalité et l'esprit, parce que je pense qu'ils en ont besoin aussi d'être sans arrêt stimulés. Et puis à la fin, de faire des petits concours, de se dire, voilà, qu'est-ce que tu vas faire, on se laisse 30 minutes, toi tu fais ça, moi je fais ça. J'aurais rajouté de l'estragon, du basilic, non, moi je vais mettre plutôt du paprika. Voilà, donc je pense que c'est ma vision. Là. Merci beaucoup. Je vois que le temps avance à grands pas. Du coup, avant de passer aux questions-réponses, s'il y en a dans la salle, je voudrais juste inviter sur scène Marie-Odile Deboeuf, qui est chargée de mission pour la conférence des financeurs des Hauts-de-Seine. Si vous avez... Juste en attendant, je pense que la vraie innovation, ça serait dans le projet Smart City, c'est de mettre les EHPAD au centre des villages. Au lieu de les mettre à 3 km, les mettre en plein centre du village, à côté de l'école, là où il y a la vie, où ils peuvent bouger, où ils peuvent aller dans les commerces, pour ceux qui peuvent, mais être là à la vie. Et je crois que ça serait une vraie innovation dans les villes. Merci beaucoup. Marie-Odile Deboeuf, je vous en prie. Oui. Alors, donc, je vais parler au nom de la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine. La nutrition est un aspect très important que la conférence a d'emblée ciblé et qui a été aussitôt renseigné dans les appels à projets, de façon à ce que les opérateurs puissent se manifester et déposer des actions que la conférence des financeurs pourrait subventionner. Voilà. Donc c'est dans ce cadre que j'ai fait la connaissance de Silver Fourchette, entre autres, dont je vais effectivement aussi faire des louanges, voilà, mais j'en parlerai après. Nous avons du mal à avoir une diversité de projets intéressants sur la nutrition. D'abord parce que finalement, il y a très peu d'opérateurs, je dirais, sur le marché existant. Et qu'en plus, quand sont menées des actions donc pour la nutrition des personnes âgées, elles ont souvent un label régime, contrainte, perte de plaisir, enfin ce que vous avez évoqué sur votre grand-mère qui perd 16 kilos et que l'on prive finalement de l'essence de sa vie. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, l'alimentation c'est un médicament. Moi je dirais l'alimentation c'est la source de la vie. La source de la vie charnelle, mais aussi de l'esprit dans le bien-être. Voilà. Or, c'est vrai qu'un certain nombre de personnes âgées, alors plutôt sur des seniors déjà 80, 85, puis 90 ans, le perdent progressivement parce que se perd le lien de la convivialité, se perd le lien du partage, quelquefois tout simplement par le veuvage, les enfants qui sont loin, enfin il y a un tas de paramètres qui rentrent en compte. Et que du coup, d'impulser des dynamiques pour une nutrition qui reste qualitative à toutes les étapes de la vie, c'est un petit peu difficile. Nous travaillons actuellement avec 2 opérateurs, donc nous travaillons avec Silver Fourchette, le groupe SOS Senior, et c'est vrai que les dynamiques d'action que vous proposez, avec ce côté finalement festif, j'emploie ce mot à dessein, c'est-à-dire que vous faites de ce soutien à une nutrition qualitative pour les personnes âgées, pour qu'elles puissent s'en emparer, une fête. Une fête avec ce concours, voilà, qui crée une stimulation à tous les niveaux. Ça crée une stimulation effectivement pour les chefs qui interviennent en EHPAD. Ça crée une stimulation à l'intérieur de l'établissement où toutes les personnes âgées sont en rang serré derrière leur chef qu'elles défendent bec et ongles. C'est très amusant. Donc il y a cette compétition qui commence d'abord dans chaque département et puis qui ensuite arrive jusqu'au niveau national. Et il y a un engouement, il y a une fête autour de ça. Donc j'ai participé au Silver Fourchette l'année dernière.
c'est une kermesse géante avec beaucoup de joie, beaucoup de couleurs, pas seulement les couleurs alimentaires, les couleurs de la vie, voilà, c'est très, très porteur. Et puis nous travaillons également là sur quelque chose d'un peu plus différent, sur un projet qui est porté par un porteur de repas à domicile, mais qui a choisi de s'investir sur la problématique de la dénutrition des personnes qui sont hospitalisées. En fait, les gériatres sont conscients que quand leur est adressée une personne âgée en situation d'urgence à l'hôpital, type un col du fémur cassé, etc., il va y avoir l'intervention pour ce col du fémur, mais le gériatre a bien conscience que pourquoi le col du fémur est cassé, tout simplement que la personne est fragilisée, elle est en situation de vulnérabilité pour un certain nombre de paramètres, et notamment celui de la dénutrition qui souvent est constaté. Malheureusement, la personne retourne à domicile et la problématique de la dénutrition n'a pas été traitée. On lui a réparé son col du fémur et hop, on passe en SSR et ensuite on rentre à la maison. Et que se passe-t-il? Eh bien, quelques mois après, la personne revient une deuxième fois en hospitalisation, puis une troisième fois. Pourquoi? Parce que le problème de fond de la dénutrition n'a pas été réglé. Donc nous intervenons sur un programme large qui est mené par cet opérateur qui s'appelle Saveur et Vie, qui travaille avec 6 hôpitaux du département des Hauts-de-Seine, où les gériatres repèrent en amont les personnes qui sont dénutries. Ensuite, il est proposé à ces personnes un plan pour un accompagnement nutritif en fin d'hospitalisation et lors du retour à domicile. Par contre, là, il est très difficile d'obtenir l'adhésion des bénéficiaires qui, en fait, n'ont pas tellement envie qu'on bouge leurs habitudes. Et là, on va retrouver le saucisson et le vin rouge de ma grand-mère. Voilà. C'est difficile d'aider une personne à se réapproprier une nutrition qui soit satisfaisante pour elle, mais qui tienne compte de la notion de plaisir et de la notion de convivialité. Voilà. Mais je suis d'accord, complètement d'accord avec l'essentiel de ce qui s'est dit. Et dans l'alimentation, on est d'abord sur un facteur humain de vie, et c'est ça qu'il faut garder en priorité. C'est ça la fondation. Voilà. Merci beaucoup Marie-Odile. Je vais peut-être passer à la salle s'il y a des questions pour les intervenants. Sinon, ce sera une conclusion parce qu'on est aussi très en retard. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir. Juste une chose, je voudrais juste conclure, mais pas en évoquant des paroles de résidents. Dans le cadre de l'animation sur un EHPAD, ils ont réuni des résidents en leur disant « on va créer une chanson ». Donc vous allez donner le thème de cette chanson et puis sous la forme, alors un peu anglicane, de brainstorming, vous allez donner toutes vos idées et était autour de cette table un compositeur qui lui avait comme mission derrière de remettre tout ça dans l'ordre, faire des rimes, créer une mélodie, et donc ils vont enregistrer officiellement en studio cette chanson pour un objectif simple, c'est remettre un cadeau de Noël à leurs propres enfants. Donc c'est quelque chose qui a été fait par eux, donc avec tout ce que ça apporte. Et moi, je vais juste citer 2 vers qui reflètent bien tout ce qu'on a dit. Ces 2 vers, c'est festoyer, rigoler comme des dingues, boire un coup et faire la rigouledingue. Et je conclurai sur ces 2 rimes. Merci à tous, merci à nos intervenants et merci d'avoir été présents.